Il faut être à l'écoute des professionnels de santé. Le problème dans ce pays, c'est que tout est vertical. On décide en haut, on applique en bas. Sauf que quand ceux d'en bas ne croient pas ce qui se décide en haut, mais ça ne marche pas. Bonjour, bienvenue à tous. Donc, nous sommes ravis de vous accueillir autour de nos deux experts en santé aujourd'hui pour vous présenter les carnets santé et échanger sur un sujet excessivement important, la santé. Donc, je me présente Arnaud Georges, professionnel de santé depuis plus de 20 ans dans les hôpitaux et également relais Nouvelle Énergie pour le Var. Donc, je vais tout de suite m'adresser à mes collègues et leur demander de se présenter. Donc, Josette Guignot ici à ma droite, Josette, hein, si tu veux bien te présenter. Josette Guénaud, donc je suis conseil dans le domaine de la santé, membre du Collège des économistes de la santé et j'anime un think tank libéral sur cette matière. Merci Josette. Michel Gabas. Alors Michel Gabas, je suis pharmacien d'officine, maire, conseiller départemental et membre de la commission santé à l'Association des maires de France depuis quelques années. Et ce lien entre ma profession et mon statut d'élu local me permet d'aborder la santé à deux niveaux. Merci beaucoup pour cette présentation. On va tout de suite pouvoir échanger. J'ai une question assez large qui va être peut-être un peu difficile, mais pour vous, pourquoi c'est important la santé aujourd'hui en France et quels sont selon vous les constats qui permettraient éventuellement de dire qu'est-ce que l'on propose aujourd'hui chez Nouvelle Énergie en introduction? Bon, en introduction, le premier constat, c'est que nous avions, il y a quelques années, une vingtaine d'années, le meilleur système de santé au monde, qui avait été reconnu d'ailleurs par l'Organisme mondial de la santé sur une multitude de critères, l'hospitalisation, le suivi des maladies chroniques, la mortalité infantile, etc. Et on voit bien, et moi je le vois à mon poste de pharmacien d'officine depuis 30 ans, la dégradation du système de santé, où on a oublié de mettre le patient au centre du système de santé et où on s'est égaré avec des mesures administratives et bureaucratiques qui ont étouffé notre système de santé. Avec Nouvelle Énergie, avec tout le travail qui a été effectué par tout un groupe de professionnels autour de la santé, nous avons élaboré un projet qui a pour but de simplifier l'organisation, de décentraliser le système de santé, de redonner la place qui devrait être la place dans le système de santé au patient. Le patient, c'est la boussole qui doit nous mener, protéger le patient, protéger sa santé, améliorer sa santé, et puis aussi se préoccuper des soignants, puisque les soignants, quels que soient les soignants, les infirmières, les kinés, les médecins, les pharmaciens, les chirurgiens dentistes, ont un rôle essentiel au plus près de la population. Donc c'est à ce niveau-là que le projet Nouvelle Énergie aborde tous ces aspects, sous toutes ses formes, avec vraiment une vraie petite révolution. Merci Michel. Josette, peut-être tu souhaites ajouter quelque chose Oui, en à ce fait, constat? la France n'a, contrairement à d'autres pays et notamment voisins, n'a pas pris la dimension du patient, comme le dit Michel, c'est-à-dire du vieillissement de la population et de son corollaire qui est la prévalence des maladies chroniques. On va bientôt atteindre les 25 millions de personnes concernées et c'est bientôt aussi 70% de la dépense de l'assurance maladie. Évidemment qu'avec le déficit récurrent que nous connaissons, c'est juste insupportable et qu'il faut absolument changer le braquet très vite parce que sinon, loin d'être le premier pays au monde en matière de santé, on va être bientôt le dernier de la classe parce qu'on ne pourra pas faire face à ce véritable tsunami, mais qui est, les autres pays l'ont montré, qui est facilement contrôlable et c'est le cœur des propositions de Nouvelle Énergie en santé. Alors, je rebondis sur ce que tu disais, Josette, par rapport au déclassement, puisque aujourd'hui, c'est avéré. La France, aujourd'hui, recule systématiquement dans tous les classements, y compris en termes de santé. J'en veux pour preuve la recherche hein, biomédicale, puisque la France, aujourd'hui, est à 3,6% seulement de production scientifique, pendant que les États-Unis sont à 26%. On est derrière l'Allemagne, on est derrière l'Italie, derrière le Royaume-Uni. Or, on dépense plus que 12% à peu près de PIB aujourd'hui en dépenses de santé. Pour vous, quels sont les principaux freins? Alors, tu l'as parfaitement dit. En fait, le problème de la France, c'est qu'on dépense et qu'on n'investit pas.
Et le sujet de la recherche est vraiment un bon exemple, hein, parce que la recherche, c'est de l'investissement. Un autre domaine dans lequel nous n'investissons pas, c'est la prévention. Et c'est d'autant plus difficile que, comme on n'a plus d'argent, investir quand on n'a plus d'argent, ben, c'est compliqué. Et on le voit très bien avec le déficit de la sécurité sociale là-dessus. Et en France, on a aussi un autre défaut, c'est qu'on considère toujours que le public, c'est très bien et le privé, c'est très mal. Sauf que si on veut investir et changer de braquet, eh bien, il faut comprendre en matière de recherche ou en matière de prévention qu'il faut qu'il y ait une alliance public-privé pour à la fois la recherche, c'est-à-dire faire participer aussi le secteur privé et notamment, par exemple, les cliniques à la recherche. Aujourd'hui, quelques-uns s'y mettent, c'est très compliqué pour eux et le pourcentage est très faible. Et puis, au lieu de prôner, par exemple, des sujets comme la grande sécu, eh bien, faire appel à ce système dual que nous avons en France, particulier de complémentaire santé, pour cofinancer avec la sécurité sociale la prévention et notamment via les entreprises et aussi via le parcours de prévention tertiaire des malades chroniques, justement, qui est en capacité d'enrayer ce fléau dont on parlait tout à l'heure. Je voudrais revenir sur la question initiale. La crise Covid a révélé à la fois les forces et les faiblesses de notre système de santé. Les forces a été la mobilisation de tous les soignants, qu'ils soient hospitaliers ou dans les médecines de ville, les infirmières libérales, les pharmaciens d'officine, les médecins généralistes. On a bien vu quand même qu'il y avait des compétences, qu'il y avait une solidarité entre professionnels de santé, avec une organisation qui a été pensée au niveau local par les préfets, les maires. Donc on a eu cette réaction qui a été extrêmement bénéfique. Maintenant, dans les faiblesses, on a bien vu qu'on manquait de masques, on manquait de médicaments, on manquait de vaccins. On dit souvent qu'on est le pays de Pasteur, le pays qui a innové, qui a inventé le vaccin. Et nos laboratoires français ont été incapables de produire un vaccin contre le Covid. Et donc, aujourd'hui, est-ce qu'on en a tiré vraiment les conclusions, les conséquences ? Je ne pense pas. Je crois qu'on n'a pas remis en cause tout ce système. On avait dit, il y aura un après-Covid, il y aura une réflexion globale sur l'articulation hôpital-médecine de ville, qui est toujours au point mort, me semble-t-il. La souveraineté des médicaments, la souveraineté de la production pharmaceutique, elle est au point mort. C'est pas parce qu'on va recentraliser la production de paracétamol que ça va être la révolution industrielle. Donc, je pense que dans le projet santé que David Lisnard doit présenter, que Nouvelle Énergie doit présenter pour la France, il est essentiel de repartir du début, c'est-à-dire de la formation des professionnels de santé, du recrutement des professionnels de santé, de la formation continue, du lien hôpital-médecine de ville, mais aussi de la souveraineté industrielle. Il n'est pas normal aujourd'hui que, par exemple, dans les laboratoires génériques, il y en avait un, il en restait un français, qui s'appelait Biogarant, qui vient d'être acheté, et que nous sommes dépendants à 100% pour les génériques de laboratoires étrangers, qu'ils soient suisses, italiens, américains ou même australiens et indiens, puisque l'industrie pharmaceutique indienne débarque en Europe. Si je comprends bien, c'est aller à la racine des choses, terme si cher à David Lisnard, donc être radical également en termes de santé. Vous pensez que c'est nécessaire aujourd'hui d'aller à la racine des choses ? Moi, je pense que quand on voit l'état du pays, quel que soit le thème que nous voulons aborder, que ce soit l'éducation, que ce soit la justice, que ce soit la sécurité, mais la santé, c'est quand même la préoccupation première des Français. Il faut en effet être radical. On ne peut pas faire des mesures d'eau tiède. Il faut vraiment tout revoir de A à Z. Et notamment, donc, changer ce paradigme pour passer de la dépense à l'investissement. Alors, comment on fait ? Alors, il est vrai qu'on doit privilégier la santé, mais ça n'empêche pas le fait d'être efficient
Et ça veut dire faire des économies sur ce qui ne devrait pas être dépensé en santé. Quelques principes simples. Nous sommes un pays qui n'évaluons jamais ni l'innovation, Tout à ni fait. les pratiques, ni les organisations. Alors, il y a un petit début avec les articles 51, mais ce n'est pas parfait. Il faut absolument que cette évaluation soit au cœur de nos manières de penser la santé. Il faut aussi qu'on pour passer à l'investissement, eh bien, il faut avoir une stratégie de santé. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas de stratégie de santé. On n'a pas de budget pluriannuel. Comment voulez-vous investir sans budget pluriannuel? Donc, il existe une loi de programmation militaire. Pourquoi n'existerait-il pas une loi de programmation santé? C'est indispensable à l'heure actuelle. En matière d'économie, on fait des progrès, mais on part de zéro quand même il y a quelques années sur la lutte contre la fraude. La Cour des comptes, entre ce qui pourrait être récupéré et ce qui pourrait être évité, parle de 4,5 milliards, c'est quand même pas rien. On tire une gloriole d'en être à 700 millions, donc il y a vraiment une marge de manœuvre. C'est sans évoquer les actes inutiles, redondants, voire des fois dangereux. Nous avons un formidable outil qui est le dossier médical personnel, mon espace santé. Que l'on attend depuis si qui a longtemps à coûté être beaucoup d'argent, efficace on a investi et pour qui une continue fois. à en coûter. On a investi qui n'est pour pas une- suffisamment déployé. Mais ce qui n'est pas déployé, et on n'oblige personne à le remplir. C'est quand même incroyable, alors que c'est la seule manière d'aboutir à un parcours de soins logique, avec des soins non redondants, non inutiles, que tout le monde, y compris, à commencer par le patient, soit informé de ce qui le concerne et de ce qui concerne sa santé. Le gouvernement vient de reculer, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs, sur le remplissage de mon espace santé obligatoire par les professionnels. C'est vraiment dommage. Il faut, cette contrainte-là, elle doit exister pour l'avantage de tout le monde, y compris les professionnels de santé qui ne savent pas ce qui s'est passé par ailleurs. Et puis je crois pouvoir rajouter, si tu me le permets Josette, on a un problème d'interopérabilité entre tous les logiciels de soins au sens large du terme, que ce soit en ambulatoire, en médecine de ville, quels que soient les professionnels de santé qui les utilisent, et les hôpitaux, puisque au sein même d'un groupement hospitalier de territoire, on a autant de dossiers patients que d'hôpitaux et qui ne communiquent pas entre eux. C'est une perte de données, on y revient sur la recherche, alors que ce sont des données qui sont excessivement importantes. Et ensuite, dans l'exécution du parcours de soins, on le disait tout à l'heure avec Michel, un patient peut venir aussi dans 3 établissements de santé et faire un scanner dans chacun de ces établissements, et il l'aura puisque le praticien, sous le principe de précaution, réalisera ce scanner alors qu'il a probablement été fait antérieurement. Ce qui me permet de vous reposer une question. Michel, tu parlais de bureaucratie. On le sait, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Dans la santé, on a plein d'exemples. J'en veux pour preuve le rapport Berland, 2003, délégation transfert de compétences qui initiait la création des nouveaux professionnels de santé. C'était à la demande de Jean-François Mattei, si je ne m'abuse. Et aujourd'hui, 23 ans après, les premiers IPA, les infirmiers en pratique avancée pour nos auditeurs, sont apparus en 2018, si je ne m'abuse, avec un seuil qui n'est pas suffisant. Or, on a une force vive que sont les professionnels paramédicaux qui pourraient, y compris en termes de prévention, chère Josette, faire beaucoup de travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que c'est du gâchis? Aujourd'hui, 600 000, presque 600 000 infirmiers. En 2050, on projette 850 000, chiffre dresse. On a une force vive aujourd'hui qui est sous-exploitée et qui continue, cher Michel, comme pour les pharmaciens, à demander l'autorisation pour délivrer du paracétamol en établissement de santé, alors que le paracétamol peut être acheté par les usagers comme ils le veulent dans les officines. Oui, je suis tout à fait d'accord. On est dans un système qui est bloqué depuis des années.
Les professionnels de santé sont nombreux, il y a les médecins, etc. Mais les infirmières, les pharmaciens sont souvent ceux qui sont les plus proches du citoyen et donc sans rendez-vous. On les voit sans rendez-vous. Il y a une expérimentation chez les pharmaciens qui s'appelle l'expérimentation OSIS qui permet de faire face à la petite pathologie de soins non programmés, la conjonctivite, la cystite, l'angine. Il y a eu des mesures qui ont été préconisées et expérimentées pour justement permettre aux pharmaciens ou aux infirmières de faire face à ce genre de pathologie aiguë, mais assez, finalement assez légère. Ça permet à des professionnels de santé de donner une réponse thérapeutique dès le premier jour, de faire le tri aussi. Quand on décèle, par exemple, sur une cystite et on se rend compte que c'est une pyélonéphrite, c'est-à-dire que l'infection urinaire est remontée au rein, le pharmacien, il oriente vers un médecin, bien évidemment. Je pense qu'il faut aller vers ça, vers le partage de ce genre de compétences. On est compétents, les infirmières sont compétents, en complément des médecins, pour, premièrement, faire face aux déserts médicaux, parce que 85% du territoire n'a pas de médecin traitant. Je l'ai vécu la semaine dernière. Sur ma commune, j'étais de garde le 1er mai, il n'y avait aucun médecin présent. Et quand vous avez quelqu'un qui vient à votre officine avec un abcès dentaire, et que vous savez que c'est un abcès dentaire, et que de toute façon le dentiste ne peut pas intervenir parce qu'il faut d'abord faire dégonfler l'abcès, tout simplement on prescrit un antibiotique, un anti-inflammatoire et un bain de bouche. Le pharmacien il peut donner que du bain de bouche et un Doliprane, ce qui est absolument insuffisant. Donc qu'est-ce qui fait cette personne-là? Elle va aux urgences, qui vont être engorgées. Voilà le genre de choses pratiques qu'on pourrait très facilement mettre en place pour désengorger les urgences, pour alléger le travail des médecins généralistes. Et après, quand on revient à la bureaucratie, je pense qu'il n'y a pas un seul professionnel de santé qui n'est pas étouffé par les fonctions administratives. Il faut rendre compte, il faut faire du tiers payant. Mais moi, je vois par exemple la délivrance d'Ozempic. Je donne des cas concrets. Ozempic, vous savez, ce fameux médicament qui est utilisé chez les diabétiques, qui ont un surpoids, c'est les diabètes de type 2. L'Ozempic, il y a eu en effet des personnes qui s'en sont servies de manière détournée pour l'amaigrissement. Donc, on a mis en place un certificat CERFA que doit remplir un médecin, qui doit montrer au pharmacien pour pouvoir délivrer ce médicament. Quand on connaît nos patients et qu'on sait qu'ils sont de diabète de type 2, pourquoi on ne fait pas confiance aux pharmaciens? On dit oui, celui-là, il n'y a pas de souci, c'est pas frauduleux, il l'utilise de manière tout à fait légale. Mais là, si vous avez un patient, vous savez qu'il a un diabète de type 2, que toute sa prescription, elle est tout à fait cohérente par rapport à sa pathologie, mais il n'a pas le CERFA, je ne peux pas lui délivrer. Et je sais qu'il en a besoin. Vous voyez, c'est ce genre de choses, il faut remettre du bon sens, de la souplesse et faire confiance aux professionnels de santé. Parce qu'ils ne sont pas tous des fraudeurs, contrairement à ce que parfois on sous-entend. Les fraudeurs, il y en a forcément comme dans toutes les professions, mais c'est une minorité. Donc il faut, je pense, débureaucratiser, le faire avec discernement, parce qu'il faut quand même un minimum, mais je crois que la dérive de notre système français, il est lié à ça. Un autre sujet que je voulais aborder par rapport à la bureaucratisation, il y a aujourd'hui une centaine de départements en France, il y a 100 CPAM. Si vous déménagez d'un département à l'autre, il faut changer de carte vitale, il faut faire un transfert au département à côté. Pourquoi on n'aurait pas une seule carte vitale, un seul caisse primaire pour tout le pays? Oui, c'est des choses simples qu'on doit pouvoir faire, et c'est ce qu'on a comme objectif avec David Isnard à Nouvelle Énergie, simplifier, libérer les énergies et faire confiance aux soignants. Et on peut leur faire confiance, et on parlait tout à l'heure du sujet il suffit de vraiment investir dans la digitalisation. Oui. Au lieu de faire des CERFA papier, c'est ubuesque à l'époque où on parle, mais juste, on a mon espace santé, on a tout ça. Pourquoi on ne s'en sert pas? C'est quand même pas compliqué.
Et au lieu de mettre des normes à n'en plus finir a priori, faisons des contrôles a posteriori. Et oui, il y a de la fraude, hein, on en a parlé tout à l'heure. Eh bien, ça se contrôle très facilement une fois que c'est digitalisé. Le recours à l'intelligence artificielle permet de faire le tri, de voir où il y a des anomalies, des atypies, et après, l'humain regarde et contrôle et fait son... On a un organisme qui s'appelle l'assurance maladie. Je ne sais pas qui lui a donné, si je sais, ce nom d'assurance, mais c'est tout sauf un organisme d'assurance. C'est un organisme qui ne gère pas ses revenus, qui ne gère pas le risque, qui ne gère pas l'argent des Français. Parce que sinon, on n'en serait pas au balbutiement de la lutte contre la fraude, on n'en serait pas au balbutiement de la prévention, y compris la prévention chez les plus malades. Donc, il faut absolument que l'on renverse cette table et qu'on recommence les fondamentaux. Oui, l'assurance maladie, oui, il faut vraiment qu'elle puisse porter ce nom. Je reviens sur ce que tu disais, Michel. Donc, c'est redonner confiance, en lien également, Josette, redonner confiance aux acteurs de terrain au sens large du terme. Effectivement, je pense que beaucoup de professionnels de santé, mais plus largement aussi des administratifs aspirent à cette liberté-là, y compris en termes d'organisation des soins pour les établissements de santé, aimeraient pouvoir organiser en duo avec les présidents de conseil de surveillance, pour parler des hôpitaux qui sont des gros consommateurs d'argent public. Comment leur redonner cette confiance-là, Michel ? Dans le même esprit, on parle exactement de la même chose pour les élus. On parle de décentralisation. On est un pays qui est en train de se recentraliser autour des administrations centrales. Et donc on le voit au niveau des élus, on demande de la décentralisation. Faites-nous confiance. Quand on a un budget à gérer, on définit les objectifs et les investissements. Concernant la santé, je crois qu'il faut une tutelle intelligente. C'est tout à fait normal qu'il y ait une tutelle de tous les organismes, de la Caisse nationale, etc. Mais il faut quand même savoir qu'au quotidien, tous les professionnels de santé, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les pharmacies, dans les cabinets de médecine générale, sont au chevet du patient et sont des gens qui ont la vocation de soigner les autres. Et je trouve qu'avec un amoncellement de mesures administratives, on est en train de décourager les professionnels de santé. Donc là, il y a des verrous à faire sauter. Je ne pensais pas, quand on a travaillé depuis 2 ans sur le projet santé de Nouvelle Énergie, et où on a mis le doigt sur, parce qu'on est plusieurs à travailler là-dessus, de différents horizons, c'est ce qui est bénéfique justement, je ne pensais pas qu'on allait mettre le doigt sur tous ces dysfonctionnements. Mmh. Et finalement, en face de tous ces dysfonctionnements, il y a des solutions. Mais il faut du courage politique, il faut aussi de la détermination, des idées, de l'innovation aussi. On parlait de la digitalisation, on en parlait tout à l'heure aussi. Digitaliser, c'est important pour simplifier. Digitaliser, c'est pas pour remplacer, c'est pour simplifier. Et puis redonner du pouvoir avec un contrôle qui doit se rapprocher du terrain. Dans notre projet, il y a de supprimer les ARS. Alors, c'est pas très populaire quand on dit ça auprès des gens qui travaillent sur l'ARS. Moi, je connais le directeur de l'ARS de ma région. Quand je lui ai dit ça, voilà, il s'est senti agressé tout de suite. Mais non, les gens qui travaillent à l'ARS, il faut les orienter sur d'autres missions. Mais les ARS, les avoir dans les départements. C'est-à-dire que le préfet, les élus locaux et le délégué ARS départemental, c'est là que doivent se faire les décisions, au plus près des établissements, au plus près des professionnels de santé. C'est-à-dire, c'est une vraie décentralisation pour gagner en efficience et pour gagner en rapidité et en réactivité. Le principe de subsidiarité, donc, s'appliquerait pleinement également dans le monde de la santé, oui, Michel ? Je pense. C'est le principe qui résoudra à la fois le problème d'accès aux soins que vivent tous les Français,
hein, y compris les Parisiens. Il ne faut pas croire, Paris est un grand désert médical. Euh, C'est-à-dire organiser la subsidiarité, ne pas encombrer les urgences. En effet, il y a une pharmacie de garde, il y a des infirmiers souvent de garde, eh bien, il y a tout un tas de petits problèmes de santé qui peuvent être réglés de manière très simple par ces professionnels de santé. Sinon, ce n'est pas la peine de les appeler professionnels de santé. Ce sont de véritables professionnels de santé. La subsidiarité aussi entre l'État et le local. Aujourd'hui, c'est bien au niveau local qu'on est responsable de l'aménagement du territoire. Ce n'est pas à Paris, en centrale. Donc, pourquoi on ne serait pas responsable de l'organisation, au moins du premier recours en santé au niveau local? C'est tout à fait évident. Voilà, c'est vraiment deux choses qui sont simples à faire, logiques, et on se demande pourquoi c'est pas encore appliqué. Donc ces mesures de bon sens, notamment l'accès direct, hein, si je comprends bien ce que vous évoquiez, l'accès direct aux professionnels de santé qui aujourd'hui en est à ses balbutiements ou alors en tout cas qui n'est pas efficace, même si de nombreux textes ont été présentés. Aujourd'hui, vous considérez que c'était un des axes majeurs pour améliorer l'accès aux soins. Tu le disais, Michel, aujourd'hui 87% du territoire français est considéré comme désert médical. Josette, c'est vrai. Y compris à Paris, y compris dans mon département du Var, où je le rappelle, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, un des premiers départements touristiques de France, plus d'1 million d'habitants, 1 200 000 habitants, population doublée l'été. Il y a à peine 2 ans, nous avions plus de 3 services d'urgence qui étaient fermés, y compris la nuit. Donc on a bien là une démonstration que l'offre de soins ne répond plus aux besoins de santé, y compris en rajoutant de l'argent, puisque les dépenses de santé ont augmenté. Pour autant, le constat est effectivement partagé, et pas seulement, comme les médias parfois le disent, dans la Creuse, dans l'Indre. C'est vrai, c'est accentué. Pour autant, il y a bien des secteurs, y compris intramuros à Paris, y compris dans le département du Var, où on a de réels problèmes d'accès aux soins. Pour autant, et on en revient sur cette formidable ressource que nous avons à disposition immédiatement, que sont les professionnels de santé au sens très large du terme, et qui pourraient produire des actes de soins et rendre un service à la population. Et je crois que ça fait partie, Josette, des propositions formulées dans le carnet santé de Nouvelle Énergie. On l'a fait pour la vaccination. Que n'a-t-on pas entendu au moment où on l'a fait sur... On mettait les citoyens en danger, mais pas du tout. Enfin, je veux dire, voilà, tout s'est extrêmement bien passé. Heureusement qu'on a eu et qu'on a toujours d'ailleurs les infirmières, les pharmaciens pour nous vacciner sur vraiment un large spectre. Et il faut accentuer, pousser au bout cette subsidiarité entre professionnels de santé. Et même les associations de patients, aujourd'hui, elles le réclament. Elles ont longtemps dit non, le médecin, rien que le médecin, mais elles s'aperçoivent bien que ça fonctionne, que ça rend service. Voilà, il faut vraiment pousser ce mouvement et aussi donner au plan local plus de responsabilités aux maires, aux préfets, tu l'as dit, aux communautés de communes, pour organiser sur leur territoire qu'elles connaissent bien, elles connaissent leur population, les besoins de leur population. Et elles sont d'ailleurs, elles auraient la faculté de les connaître encore mieux. On a un système national des données de santé que le monde entier nous envie, on ne l'exploite pas. Il faudrait que les responsables au plan local puissent l'exploiter pour mieux connaître les besoins de leur population et donc mieux organiser, parce qu'ils connaissent les professionnels de santé, d'ailleurs des fois ce sont les mêmes, n'est-ce pas Michel ? Et donc organiser de manière concrète, pragmatique, adaptée l'offre de soins en fonction des besoins.
Michel, Josette, un sujet que seul, en tout cas, Nouvelle Énergie ose aborder, qui est souvent le grand oublié de la santé. Je parlais de santé mentale, qui est Oui. un réel problème de santé publique aujourd'hui, à la fois en termes d'accès pour les patients et aussi pour les familles, puisque c'est un enjeu qui clairement casse de nombreuses familles. Aujourd'hui, on a une paupérisation de notre prise en charge en santé mentale, avec là aussi des déserts qui sont même plus des déserts, qui Oui. sont bien au-delà de tout cela, y compris pour l'offre publique en santé mentale. Nouvelle Énergie ose aborder ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, Josette ou Michel? Alors moi, je peux vous donner des exemples de terrain que je vis au quotidien en tant que maire et en tant que pharmacien. Je regardais l'autre jour par curiosité le nombre de boîtes d'antidépresseurs que j'ai délivrées sur l'année 2025 et d'anxiolytiques. C'était pas loin de 10 000 boîtes dans une commune de 4200 habitants, mais avec des retombées, allez, je dirais de 12 000 habitants. On est 3 pharmacies quand même. 12 000 habitants, pratiquement 10 000 boîtes d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, etc. Et puis, ma casquette de maire, où on se retrouve avec des personnes en situation de schizophrénie, non suivies, non détectées, qui évidemment, par certains moments, deviennent violents, décompensent exactement, et les CHS qui sont démunis parce que pas suffisamment de personnel qualifié, pas suffisamment de psychiatres, donc pas de réponse. Et donc vous vous retrouvez en tant que maire face à des situations où la gendarmerie considère à juste titre que ça relève de la psychiatrie, mais la réponse des CHS, on n'a même pas d'équipage pour venir chercher ces gens-là et les soigner. Et il n'y a surtout pas de suivi derrière. Parfois, les gens sont internés pour des crises de décompensation suite à des schizophrénies et ressortent 3 jours après, sans traitement, sans suivi, parce que justement, on n'a pas ce genre de structure. C'est un vrai sujet, c'est l'oublié. Tu disais que c'était l'oublié de la santé, c'est vrai. Ça doit être une cause nationale, parce que la santé mentale, ça va de la simple dépression, donc il faut le détecter, à la schizophrénie. Et les réponses aujourd'hui de psychologues, on n'a pas suffisamment de psychologues, cliniciens, on n'a pas de réponse aujourd'hui vraiment réellement efficace. Ça relève encore une fois du manque d'anticipation. Ça fait 30 ans qu'on paye en fait l'inaction et le manque d'anticipation depuis 30 ans de tous les gouvernements, droite, gauche, En Marche, tous. Il n'y en a pas un qui a abordé le sujet de manière rationnelle et de manière intelligente, et donc on récolte ça aujourd'hui. Donc là, la seule réponse pour moi, c'est Nouvelle Énergie. Nouvelle Énergie, parce qu'il y a cette réflexion et cette prise en compte de cette problématique qui est vraiment de plus en plus prégnante dans les communes et même les petits villages. Hein, j'ai un petit village, là, le maire d'un petit village qui m'a contacté la semaine dernière, qui ne savait pas quoi faire. Il y a des personnes qui sont violentes et qui ne sont pas prises en charge et qui donc peuvent décompenser de manière encore plus violente du jour au lendemain. Bien sûr, ça passe, alors avant d'en arriver là, par cet investissement en prévention dont on a parlé, avec des mesures simples. C'est documenté scientifiquement. La prévention, ça passe déjà par la détection avec 3 niveaux. En prévention de manière générale, et prévention santé mentale inclus, il faut intégrer cette matière à l'éducation scolaire. Oui. Il faut éduquer aussi la population adulte, par exemple à repérer foncièrement des comportements atypiques. Et il faut créer ce dont on parlait, c'est-à-dire la subsidiarité. C'est-à-dire, une fois qu'on l'a détecté, il faut envoyer vers quelqu'un qui est capable de faire une première évaluation.
grave, pas grave, urgent, pas urgent, d'orienter. Et en effet, laissons là aussi au plan local les élus, le préfet, organiser ce parcours de santé mentale. Et puis une deuxième chose, euh, on le sait bien, hein, il y a un gros sujet de santé mentale dans les entreprises. Eh bien, il faut que l'on puisse organiser notamment l'allègement la variation des charges sociales ou la variation des charges fiscales des entreprises en fonction de la manière dont elles vont s'occuper concrètement. Pas juste mettre un baby-foot dans l'espace, dans la cafétéria. Concrètement, de la santé, et en particulier de la santé mentale, de leurs salariés. On lit récemment dans la presse, les cadres ont en moyenne 1300 mails à traiter par semaine. Mais est-ce que c'est humainement possible? Ça veut dire qu'il y a des entreprises qui instaurent des règles internes pour limiter les mails inutiles et donc la pression sur les gens. Il y a des choses concrètes à faire, mais il faut les y inciter. Voilà, il ne faut pas juste faire de l'incantatoire, il n'y a qu'à Faucon. Non, et donc c'est des propositions concrètes, donc de subsidiarité, d'incitation pour les entreprises en santé mentale, de laisser donc au plan local la liberté et l'initiative pour organiser le parcours de santé mentale. C'est finalement assez simple, mais faut-il le faire et en effet avoir le courage politique de le faire. Dans la santé mentale, il faut aussi rajouter les addictologies, qui deviennent de plus en plus importantes, prégnantes dans la société, quelle que soit l'addictologie. Et je trouve que on n'en fait pas assez là non plus, donc encore un autre chantier à ouvrir. En fait, la France est un chantier à ciel ouvert. Il y a tout à faire, plutôt tout à refaire. Tout audit, il faut faire un audit de tout, un constat de tout, et après se relever les manches, et dans chaque rubrique, y aller avec courage, parce qu'il va falloir du courage. Oui, mais pas que ce soit un audit ou un rapport supplémentaire qui vienne alimenter, caler un bureau, il faut que ce soit effectif. C'est-à-dire qu'il faut de la... David Lisnard aime le rappeler, l'état performant. Est-ce qu'on peut aujourd'hui oser dire la santé performante? Oui. Moi, je n'ai pas l'impression déjà que David Lisnard soit quelqu'un qui va recevoir des rapports ou des audits et les archiver. Je ne suis pas certain. Je pense que justement, c'est ce qui fait sa différence avec tous les autres, c'est qu'il a cette détermination à vouloir transformer les choses. Et avec beaucoup de pragmatisme et beaucoup de bon sens. Et en effet, je pense que sur la santé, il faut avoir cette démarche. L'audit, on l'a quasiment fait. Je pense qu'il y a suffisamment de rapports qui s'appuient sur les lacunes de notre système de santé et ses forces. Donc il faut extraire la substantifique moelle et prendre les bonnes décisions. Prendre les bonnes décisions rapidement, avec courage et détermination. Redonner du sens peut-être aussi. Tu as raison, moi qui passe quand même pas mal de mon temps dans les études officielles, officieuses, on va dire depuis le début des années 2000, enfin les constats, ils sont faits. Oui. Les gens qui s'intéressent à la santé, à l'économie de la santé, au système, ça, alors, il peut y avoir des discussions, mais la preuve, c'est qu'on a été capable de sortir de nos discussions assez rapidement, finalement, ce carnet santé pour Nouvelle Énergie. On n'était pas d'accord sur tous les sujets. On n'était pas d'accord. On a trouvé des synthèses. Et c'est le deuxième carnet de Nouvelle Énergie qui paraît. Et c'est tout de même la première fois où, à ma connaissance, dans toutes les discussions politiques diverses et variées des différents partis qui commencent à s'exprimer pour la campagne, il y a Nouvelle Énergie a su construire un programme complet en santé. Les constats, finalement, la France passe son temps à faire des constats. On ferait mieux de passer son temps à prendre des mesures. Et si on se trompe, même à moitié, c'est pas trop grave.
au moins la moitié de la démarche sera faite. Mais il ne faut pas, et c'est là qu'il faut combattre notre bureaucratie et notre normalisation, il ne faut pas tout prévoir à l'avance. Et c'est pour ça qu'il faut donner le pouvoir au terrain, parce qu'eux, ils vont appliquer concrètement et ils vont adapter ce qu'on a pensé en avance pour que ça soit en effet performant. Oui, il faut que la santé soit performante, il faut qu'elle soit efficiente, c'est-à-dire qu'elle soit efficace au meilleur coût. Et ça passera par l'adaptation concrète sur le terrain de choses de bon sens qu'on sait qu'il faut mettre en œuvre. Le bon sens, Josette, Michel, je rebondis, ça va un petit peu dans cet esprit. Tout à l'heure, tu parlais de pénurie de soignants, y compris dans les secteurs comme la psychiatrie, puisqu'on sait que ce sont des secteurs qui sont difficiles, comme le secteur des personnes âgées, hein. Là aussi, on a tendance à l'oublier. Ça, c'est une donnée connue depuis très longtemps, et je vous rejoins. Le constat est fait depuis très longtemps. On sait depuis 40, 50 ans qu'il y a une pyramide des âges. C'est quelque chose, c'est sûr, c'est exact. C'est quelque chose contre lequel on ne pourra pas lutter. Aujourd'hui, pour rendre plus attractifs les métiers de la santé, je donne un exemple. Aujourd'hui, recruter des aides-soignants est excessivement difficile. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'on propose chez Nouvelle Énergie avec le carnet de santé et l'attractivité des métiers dans la santé? Bon, l'attractivité, ça commence, c'est pas qu'une question de salaire, hein. C'est une question de reconnaissance. C'est une question de confiance, donner confiance aux élus. Pardon, j'ai deux casquettes, donc parfois je m'embrouille un peu les deux. Non, donner confiance aux professionnels de santé, leur donner de l'autonomie. Il est évident que les aides-soignantes ont un travail extrêmement difficile et qui ont été très importants pendant le Covid. On les a oubliés peut-être, mais aujourd'hui, elles sont au chevet des personnes dépendantes. Et c'est un travail difficile. Il faut peut-être leur donner un statut particulier au niveau, par exemple, des gains de trimestre, des salaires évidemment meilleurs et peut-être des retraites, puisqu'il y a de la pénibilité avant les autres. Moi, je trouve qu'il faut vraiment faire ça. Et après, au niveau de la psychiatrie, il faut vraiment inciter les jeunes médecins qui passent l'internat à aller vers cette filière. Mais là aussi, il faut les valoriser. Donc, il y a toute une discussion à avoir avec les instances syndicales pour améliorer cette attractivité, aussi du médecin généraliste et des pharmaciens d'officine et des infirmières libérales. Parce que là aussi, on n'en parle jamais. Mais il y a des infirmières libérales aujourd'hui qui se tournent vers plutôt des postes de salariat dans des cliniques. Et je sais que c'est compliqué aussi de recruter, hein, mais je vois des pharmaciens d'officine qui vont dans l'industrie pharmaceutique, qui ne veulent plus venir en officine. Donc, il faut penser à tout ça. Pourquoi ? Alors, moi, je n'ai pas les réponses à toutes les questions, mais il faut vraiment regarder les gens en face et savoir pourquoi ils ne choisissent pas la psychiatrie, pourquoi ils ne choisissent pas de partir dans les pharmacies d'officine, pourquoi ils ne veulent pas être infirmiers libéral. Il faut vraiment avoir une démarche très pédagogique, mais à l'écoute. Il faut être à l'écoute des professionnels de santé. Le problème dans ce pays, c'est que tout est vertical. On décide en haut, on applique en bas. Sauf que quand ceux d'en bas ne croient pas ce qui se décide en haut, mais ça ne marche pas. Et merci Michel, ça me permet de rebondir sur cette ambition en santé. David Lisnard parle souvent d'ambition éducative, d'ambition sécuritaire. On peut parler aujourd'hui, je crois, d'ambition en santé, et y compris à titre personnel pour les soignants, leur redonner envie. C'est tout à fait exact ce que tu dis aujourd'hui. L'hôpital doit faire rêver, le monde de la santé doit faire rêver. On ne fait plus rêver nos professionnels de santé, nos apprenants en santé. Pourquoi ? Parce qu'on manque bien souvent de sens, le sens au travail et surtout l'ambition d'être un ascenseur social, puisque aujourd'hui, et d'ailleurs et j'invite tous mes collègues paramédicaux à prendre connaissance de ce très beau carnet santé, l'ascenseur social. Aujourd'hui, il faut redonner de l'espoir aux professionnels de santé et leur dire:
prenez des responsabilités. Je crois qu'autour de la table, David Lisnard prouve qu'il donne ses responsabilités aux réels acteurs de terrain que nous sommes, je crois, et qui le différencie clairement de ce que tu décrivais, c'est-à-dire vertical, avec toujours les mêmes personnes qui dressent les mêmes constats depuis 30 ans, mais qui manifestement n'ont pas changé grand-chose. Et aujourd'hui, quand je lis faire de la santé un ascenseur social, élargir les conditions d'accès aux formations, développer la promotion interne et les reconversions qualifiantes, on est là sur un axe majeur, Oui. puisque tu l'as dit, c'est pas parce que l'on augmente considérablement les rémunérations, hein. Il y a encore 15 ans de cela, on recrutait un infirmier à 1 300 euros. Aujourd'hui, on le recrute à 2 000 euros. Pour autant, on est toujours dans la difficulté. Donc, il faut autre chose, ce petit plus, ce petit truc en plus, si je peux me permettre. Et ça en fait partie, je crois. Tout à fait. Tout à fait. D'ailleurs- C'est bien résumé. D'ailleurs, quand on regarde le carnet santé de Nouvelle Énergie, finalement, on a 6 objectifs majeurs et avec 5 à 6 mesures concrètes pour ces 6 objectifs. Mais finalement, c'est une somme de choses qui sont peut-être pas révolutionnaires, mais qui sont profondément transformantes quand on les additionne. Et si je peux me permettre également, c'est très dans l'esprit de Nouvelle Énergie et de David Lisnard, c'est-à-dire que c'est smart, si je peux utiliser ce terme, hein. C'est simple, c'est mesurable, c'est atteignable, c'est réalisable dans le temps. Et on a quelque chose ici de condensé qui a un esprit, qui offre une vision, en tout cas, pas court-termiste, mais avec une méthode, avec des objectifs, tu le disais, Josette, qui sont simples, mesurables, atteignables et réalisables dans le temps. Et je crois que c'est aujourd'hui ce dont la France également a besoin, hein. Pas de grands discours, pas d'effets de manche, mais des choses qui sont très pratiques et qui, tu l'as dit plusieurs fois, Josette, et j'apprécie beaucoup, c'est le bon sens. Le Oui. retour du bon sens. Et je crois d'ailleurs que David a eu ce terme très récemment sur un plateau télé. C'était la révolution du bon sens. Faisons la révolution peut-être de la santé et du bon sens. Elle disait tout à l'heure, Josette disait qu'il fallait revenir aux fondamentaux. Alors moi, je suis du pays du rugby. Et quand on perd le match, on perd 2 matchs d'affilée, ben, la 3e fois, on dit on revient aux fondamentaux, c'est-à-dire à la mêlée, etc. Et moi, je dis ce carnet santé, c'est pas un catalogue, c'est une ambition. Et c'est une ambition à quelques pages, avec des choses simples, des choses pratiques et des choses qui viennent du terrain. Et je pense que le bon sens, ça doit être la boussole de notre action au sein de Nouvelle Énergie. D'ailleurs, c'est ce qu'on avait complètement perdu. Tu disais qu'il fallait tirer les leçons de la pandémie. Oui. Le bon sens, c'est ce qu'on a complètement perdu pendant cette période de crise et qui nous a servi de leçon à Nouvelle Énergie en santé. Voilà, retrouvons le bon sens pour notre système de santé. Et retrouvons-lui sa place enviable et enviée qu'il a eue, sauf que les choses ont changé autour de lui et que lui n'a pas changé. Voilà, le débat est terminé. Merci à tous de nous avoir suivis et puis à très bientôt pour de nouvelles thématiques qui viendront vous démontrer qu'aujourd'hui, l'alternative crédible, c'est Nouvelle Énergie. Merci.